Le FMI durcit sa position à l'égard du Salvador. Elle conditionne désormais son prêt de 1,4 milliard de dollars à une réduction significative de l'adoption du Bitcoin dans le pays. Alors, est-ce que le Salvador va se plier à la volonté du FMI ? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la volonté de la Biélorussie de se lancer dans le mining de Bitcoin avant d'évoquer les récents changements stratégiques chez Tether. Mais avant tout ça et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Le marché respire un peu en ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 5,7% sur les dernières 24 heures pour un prix de 88 470 $. Ethereum progresse de 7% pour un prix de 2250 $. Le XRP et le BNB augmentent respectivement de 5,7% et 6,3%. Le Sol progresse de 7%. L'ADA gagne 18,6%. Le Doge augmente de 5,4%. Et enfin le Tron gagne 2,8%. Le Salvador va-t-il arrêter d'acheter des bitcoins ? Pour rappel, le FMI négocie actuellement un prêt de 1,4 milliard de dollars accordé au Salvador pour aider à redresser la situation économique du pays. En contrepartie de ce prêt, le FMI demande à ce que le pays mette en place certaines règles pour garantir la stabilité à long terme de son économie. Et ces règles concernent notamment le Bitcoin. Le Salvador avait déjà dû rendre l'acceptation des paiements Bitcoin facultative pour les commerçants et fournisseurs de services. Le pays s'était également engagé de lui-même à réduire ses achats de Bitcoin, mais il a continué à faire de nombreux achats, ne respectant a priori pas l'accord avec le FMI. Il faut dire que ce dernier ne mettait pas de limite claire, un flou dont a profité le gouvernement du Salvador. Mais le FMI semble maintenant vouloir mettre une limite plus nette au pays afin de freiner davantage ses acquisitions de Bitcoin. Cette fois, la demande du FMI est donc formulée de manière plus claire. L'institution demande à ce que le Salvador ne fasse plus d'accumulation volontaire de Bitcoin par le secteur public. Seuls les Bitcoins saisis dans le cadre de procédures légales seraient autorisés à entrer dans les caisses de l'État. Le Salvador n'a pas encore signifié s'il acceptait ou non le marché, mais ce qui est cependant certain, c'est que la nécessité économique du pays le pousse petit à petit à revoir ses ambitions en termes de crypto-monnaie. Bon, pour l'instant, Nayib Bukele ne semble pas décidé à se conformer aux exigences du FMI. D'ailleurs, quelques heures seulement après la publication de cette nouvelle demande, le Bitcoin Office a acheté, ou du moins transféré, 5 nouveaux Bitcoins vers son adresse publique. Et dans la nuit de mardi à mercredi, Nayib Bukele a également répondu au FMI dans une publication sur X, en expliquant, je cite, « Non, ça ne s'arrête pas. Si ça ne s'est pas arrêté quand le monde nous a ostracisés et que la plupart des Bitcoiners nous ont abandonnés, ça ne s'arrêtera pas maintenant ni à l'avenir. Mais la grande question reste, aura-t-il vraiment le choix ?» Nouveau format sur notre chaîne YouTube, Darkemy est le premier à se prêter au jeu Crypto Confession et à nous partager ses anecdotes les plus folles ou fausses. Dans cette vidéo, il partage 5 anecdotes folles tirées de son expérience dans l'écosystème, mais saurez-vous démêler le vrai du faux ? Le lien est en description. Bonne vidéo à tous. La Biélorussie veut se lancer dans le mining. Le minage du Bitcoin est souvent pointé du doigt pour sa consommation énergétique. Pourtant, il s'agit d'une véritable opportunité face à des productions d'électricité excessives. Une réalité que le président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, semble avoir comprise. Et en ce sens, il vient de demander à son ministre de l'énergie de développer cette industrie numérique dans le pays. Une décision qui pourrait en faire un nouveau hub pour les mineurs de crypto-monnaies. Je cite, « Regardez cette exploitation minière, si c'est rentable pour nous, faisons-le. Nous avons un excès d'électricité, laissez-les créer cette crypto-monnaie et tout le reste. » Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser le réseau électrique du pays afin de répondre à la demande croissante. C'est la raison pour laquelle Alexandre Loukachenko a souligné l'importance de cette mise à niveau pour soutenir à la fois les ménages et l'économie nationale. Car la Biélorussie a un atout de taille dans sa manche, son pays propose des coûts énergétiques parmi les plus bas d'Europe. Et grâce à ça, le pays attire déjà l'attention des principaux acteurs dans le secteur du mining de crypto-monnaies, et c'est une réalité mise en avant par Denis Moroz, l'ancien vice-ministre de l'énergie, suite à des consultations préliminaires organisées avec des mineurs de crypto-monnaies. Ces derniers ayant affirmé être intéressés par le potentiel du pays au cours de la consultation ayant eu lieu en décembre dernier. De son côté, le président biélorusse en est persuadé, le minage de crypto-monnaies représente le chemin que le monde va suivre, notamment avec un président des États-Unis en train de constituer une réserve nationale dans le domaine. Et avec son énergie abondante et bon marché, la Biélorussie pourrait bien tirer son épingle de ce jeu économique. Notons quand même qu'en parallèle, le marché du mining de Bitcoin est dans une dynamique assez complexe. Les sociétés spécialisées dans le mining et cotées en bourse ont vu leur capitalisation boursière chuter de 22% au cours du mois de février, et la raison est simple, la réduction de leurs revenus lors du dernier halving se conjugue assez mal avec la baisse actuelle du Bitcoin. Affaire à suivre. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Tether veut améliorer la transparence de son stablecoin. Tether est l'une des entreprises les plus performantes de l'écosystème des crypto-monnaies ces dernières années.
mais l'entreprise est régulièrement critiquée pour un manque de transparence en comparaison de son concurrent direct Circle, qui en a fait son fonds de commerce. Pour tenter d'améliorer son image sur cet aspect, l'entreprise a dévoilé la nomination d'un nouveau directeur financier, en la personne de Simon McWilliams. Celui-ci témoigne de plus de 20 ans d'expérience dans la direction de grandes sociétés de gestion d'investissement et aura à charge de mener un audit financier complet de Tether. Entre autres, l'objectif sera notamment d'amener plus de transparence à l'USDT. D'ailleurs, même si le processus de recrutement pour ce type de poste est généralement long et pourrait avoir été initié il y a plusieurs mois, cela n'est pas sans faire écho au récent clash par des déclarations interposées entre Jérémy Allaire, le PDG de Circle, et Paolo Arduano, le PDG de Tether. Évidemment, ce dernier a exprimé sa confiance envers sa nouvelle recrue en expliquant, je cite, « L'expertise de Simon en matière d'audit financier fait de lui le directeur financier idéal pour conduire Tether dans cette nouvelle ère de transparence. Sous sa direction, nous avançons résolument vers un audit complet, renforçant notre rôle de soutien à la solidité financière des États-Unis et à l'élargissement de l'engagement institutionnel. » En parallèle de cette nomination, Giancarlo Devassini, l'un des cofondateurs de Tether et jusque-là directeur financier, devient maintenant le directeur du groupe. À travers son nouveau poste, l'intéressé se concentrera sur la stratégie macroéconomique de l'entreprise et notons qu'avec 113 milliards de dollars d'obligations du Trésor des États-Unis en portefeuille à la fin du dernier trimestre, Tether revendique être le 18e plus grand détenteur de dette publique américaine. De son côté, le stablecoin USDT affichait une capitalisation de près de 142,42 milliards de dollars, alors on se doute que l'enjeu de transparence devient de plus en plus urgent. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. L'audience de Do Kwon reportée au 10 avril. L'audience de Do Kwon est reportée au 10 avril suite à un ajout de 4 téraoctets de preuves. L'audience a été ajournée pour permettre à la défense d'examiner ces nouvelles données. Le procès final, lui, reste programmé pour le 26 janvier 2026. 1 milliard de dollars liquidés en 24 heures. Le marché crypto a subi cette semaine une liquidation de plus de 1 milliard de dollars, avec Bitcoin chutant à 82 000 dollars et Ethereum à 2100 dollars. Cette volatilité extrême affecte également les marchés traditionnels, avec une baisse du Dow Jones et du S&P 500. Israël propose une CBDC. La Banque d'Israël a dévoilé un projet de shekel numérique conçu comme une CBDC polyvalente pour les usages grand public et institutionnels. Notons quand même qu'aucune décision finale n'a été prise pour le moment. Coinbase demande au Doge d'enquêter sur les dépenses de la SEC. Coinbase a déposé une demande pour connaître le coût des actions anti-crypto de la SEC sous Gary Gensler. L'ancienne Crypto Asset and Cyber Unit est ciblée pour ses dépenses et le Doge d'Elon Musk est sollicité pour enquêter. Et on termine par le retour en force des Layer 1. Après l'explosion des Layer 2 en 2024, l'engouement pour les nouvelles Layer 1 aurait pu s'essouffler. Pourtant, ces dernières semaines leur ont été favorables, malgré un marché en difficulté. On vous explique tout dans notre newsletter DeFi, le lien est en description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à vendredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.